Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques avec un épisode un peu spécial pour cet essentiel de l'actu tech en quelques minutes puisque ce matin Régis Yel, notre chef de service informatique, était présent dans l'émission. Je vous invite encore plus que jamais à aller voir notre chaîne Twitch, regardez le replay dont le lien est disponible là juste en dessous puisque nous avons parlé pendant quasiment une bonne heure avec Régis de toutes les nouveautés très riches autour des CPU et des GPU, la 12e génération de processeurs Intel, les Alder Lake que j'ai ici, que je vais essayer de emballer chez moi discrètement. Nous avons également parlé du futur, bah, ça c'est un processeur Intel Alder Lake et une carte qui va avec, une petite carte à 600 euros. Nous avons également parlé du futur de chez AMD qui a fait ses annonces, je vous rappelle, avant-hier soir, autour de ses processeurs et ses solutions professionnelles, mais qui seront bientôt chez nous d'ici quelques mois, voire un an. On a également parlé des nouveautés, des annonces de chez Nvidia, qui est une entreprise de plus en plus software. Régis était aussi très impatient de tester et de mettre ses mimines sur les SoC de chez Apple. Donc les M1 Pro notamment que nous avons testé à la rédaction. Bref, beaucoup de discussions très intéressantes sur les tendances actuelles autour donc des processeurs, des cartes graphiques, des SoC, des barrettes de RAM. Regardez, on a apporté une barrette de RAM en or avec des cristaux aliens absolument incroyables. Si vous voulez aller voir toute la discussion, je vous invite à retrouver notre replay sur notre chaîne Twitch qui est gratuite, accessible pour tout le monde. Voilà. Pour le reste de l'actu, on est parti et vous allez voir, ça parle encore une fois de processeurs et de CPU. On commence avec ceux de chez Qualcomm. Je vous rappelle que le géant américain va présenter ses prochains SoC dans quelques semaines, mais en attendant, ils étaient à une conférence sur la réalité augmentée pour montrer Spaces. Qu'est-ce que c'est que Spaces? Eh bien, c'est un petit peu l'écosystème software et hardware que Qualcomm va dédier à la réalité augmentée. Et oui, tout le monde se place sur la réalité augmentée et sur le métavers. Et donc Qualcomm a montré des solutions surtout software pour aider les développeurs à développer autour de la réalité augmentée et montrer aussi notamment ces lunettes. C'est pas eux qui les fabriquent, mais qui sont normalement des lunettes de base, des modèles de référence pour travailler sur les interfaces de demain. Ça, c'est du côté de Qualcomm. Autre géant du milieu qui veut se placer sur la réalité augmentée, je vais parler maintenant de Unity. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Unity, c'est le géant des moteurs 3D, c'est le leader mondial avec l'Unreal Engine d'Epic. Et Unity vient de faire un rachat à 1,6 milliard de dollars. Ils ont racheté la division technologique de Weta pour du méta. Alors attention, Weta Meta, c'est compliqué. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Weta, eh bien Weta est une société notamment de VFX, d'effets spéciaux visuels, qui a été créée à l'occasion du Seigneur des Anneaux et qui a été cofondée par Peter Jackson et qui depuis est bien devenu un des leaders dans le cinéma. On voit ici notamment avec La Planète des Singes et l'inoubliable Oscar. La division technologique de Weta, attention, c'est pas toute la société, mais la division technologique a été rachetée par Unity, va être intégrée par Unity. Et pourquoi? Eh bien, pour que toute leur technologie visuelle, de trucage, de tracking, de filtre en temps réel, eh bien, soit intégrée à Unity et que Unity soit prêt pour le metaverse. Ce qui est très très drôle, c'est que dans l'annonce officielle de rachat de Weta par Unity, donc un rachat à 1,6 milliard de dollars qui est énormissime, eh bien, Unity ne sait pas ce qu'est le metaverse. Juste, quel que soit le metaverse, on sera prêt. Et globalement, c'est un peu l'annonce de tout le monde, c'est que tout le monde se prépare au métaverse, tout le monde veut dire on est dans le métaverse, ou l'omniverse si on est chez Nvidia. Et globalement, personne ne sait ce que c'est exactement. C'est plutôt drôle. On continue et on va quitter le métaverse, on va revenir à des choses très simples, genre un OS dans un écran tout bête. Voilà. C'est Microsoft qui s'intéresse à nos chers étudiants et étudiantes avec Windows 11 SE, une version simplifiée, allégée, pas chère, réduite et cloud de Windows 11, destinée évidemment à venir concurrencer les Chromebooks qui connaissent un succès assez énorme ces dernières années dans le marché de l'éducation. Cet OS, donc, qui est très peu gourmand, sera placé dans des machines qui sont elles-mêmes très peu chères et qui vont venir concurrencer les Chromebooks de chez Google. On commence avec la Surface SE de chez Microsoft, un petit ordinateur pas cher, 249 $ hors taxe aux États-Unis. Après, j'imagine qu'il y aura des prix pour des achats par lot pour des classes ou des universités entières, avec, comme je vous le disais, Windows 11 SE à l'intérieur. On verra quelles seront les limitations, notamment de Windows 11 SE par rapport à un Windows 11 normal, et qu'est-ce qu'on va perdre par rapport à un ordinateur normal pour cet ordinateur 250 € qui, comme vous le voyez, est fait pour être plutôt simple, robuste, facile à réparer, facile à modifier. Autre acteur qui s'est rejoint à la Fiesta Windows 11 SE, Toshiba, enfin l'ancienne division de Toshiba qui s'appelle désormais Dynabook et qui a lancé du coup le Dynabook E10S Windows 11 SE, c'est compliqué. Pareil, un ordinateur un peu plus cher, 289 $, et pareil avec des petits bords en caoutchouc, facile à réparer, plutôt robuste, une résolution pas très costaud mais vraiment fait pour être emmené dans les écoles.
On laisse Microsoft de côté, on va passer maintenant au smartphone et on commence avec Apple qui, je vous rappelle, hier avait pris un petit carton rouge puisque iFixit avait confirmé ce que Repair Guru et d'autres youtubeurs avaient soulevé comme lièvre. Lorsque vous remplacez l'écran de votre iPhone 13, je vous le rappelle, eh bien, le Face ID se retrouve inopérant si vous n'êtes pas passé par Apple ou un réparateur agréé. C'était, selon Apple, une question de sécurité pour empêcher un piratage de Face ID, d'avoir un numéro de série unique liant l'écran et le module. Bon, ça n'a pas convaincu les gens. Et aujourd'hui, devant les protestations et la levée de boucliers de toutes les médias et de toutes les associations pro réparation, qui n'est pas trop Apple, eh bien Apple fait marche arrière et a annoncé à The Verge qu'ils allaient mettre en place un système, alors pas de date encore, qui allait permettre de faciliter le remplacement d'un écran d'iPhone 13 sans avoir à passer par des outils dédiés, notamment des microscopes, pour pouvoir rendre Face ID toujours opérant. Bon, on va dire c'est bien de la part d'Apple, mais on ne va pas non plus leur envoyer des bons points puisqu'ils ne font que réparer une erreur. On reste dans les smartphones, on passe du côté de chez Android. Ce coup-ci, qu'est-ce qu'on a du côté de chez Android? Eh bien, on a Motorola qui va essayer de continuer sa montée en gamme. Donc après le succès relatif, mais le succès quand même de ses entrées de gamme, l'attaque du milieu de gamme avec le Edge 20 Pro, voici le Edge X qui va arriver dans quelques semaines et qui serait peut-être un des premiers smartphones à adopter le nouveau processeur, le nouveau socle de chez Qualcomm, le 898. À voir si Motorola arrive à retrouver un peu son lustre d'antan et à sortir de son côté smartphone, on va dire chinois avec un nom américain plutôt bon, mais un peu anonyme. Du côté des marques, elles, purement chinoises, voici deux nouveautés. On commence par Realme qui propose le GT Neo 2 dont je vous avais parlé il y a quelques semaines et la Realme Pad ensemble qui vont arriver. Comme d'habitude avec Realme, on va mettre un maximum de specs dans des prix minimaux. On ne connaît pas encore le prix du Realme GT2, mais GT2 Neo, pardon, c'est compliqué les noms chez eux. Mais vous aurez du coup du Snapdragon 870, 8 ou 12 Go de RAM, un écran AMOLED avec, qui monte jusqu'à 120 Hz et 1300 nits de luminosité. Double module photo, batterie 5000 mAh, etc., etc. Du côté de chez Poco maintenant, on officialise le Poco M4 Pro 5G. Et qu'est-ce que c'est que le Poco M4 Pro 5G? C'est un Redmi Note 11. C'est compliqué parce que je vous rappelle que Poco est une sous-marque de Xiaomi. Donc vous avez une sorte de jumeau dont la seule originalité sera le design, puisqu'il y a marqué en énorme Design par Poco. Mais globalement, c'est un Redmi Note 11 voilà, de chez Xiaomi. On imagine que le tarif sera encore plus serré puisque en précommande, l'entrée de gamme serait à 199 € pour ce téléphone qui va évidemment séduire beaucoup de personnes avec son tarif plancher. On enchaîne avec du coup maintenant du haut de gamme chez Android avec OnePlus dont le OnePlus 10 Pro, compliqué tous ces noms, est en train de fuiter tranquillement chez nos amis les leakers fous de la tech avec, regardez, un îlot qui sera un mélange de l'îlot un peu des S21 et de celui des Google Pixel 6. Vous voyez, 3 caméras et puis vu qu'il va arriver durant la mi-2022, un peu avant la mi-2022, vous imaginez bien qu'il embarquera toutes les dernières technologies. Ce qui nous intéressera surtout, c'est de voir s'il ressemblera un peu ou beaucoup, ou vraiment beaucoup, au Find X4 de Oppo, puisque je vous rappelle que les deux marques qui sont sous la même bannière vont se rapprocher grandement l'année prochaine. On termine sur les smartphones Android avec la grande énigme du moment, le Samsung Exynos 2200. Je vous rappelle que c'est le prochain socle de Samsung qui doit arriver en 2022, sauf qu'on ne comprend plus très bien ce qui est en train de se passer. On a appris hier, un peu la surprise générale, que Samsung avait fait une conférence le 19 novembre, voilà, pour présenter des nouveautés autour de l'Exynos. C'était le compte Instagram de Samsung Exynos qui avait dit on se donne rendez-vous le 19 novembre, avec notamment un focus sur le gaming. Tout le monde s'était dit, du coup, ils vont parler de l'Exynos 2200, qui, je vous le rappelle, va embarquer une carte graphique, une solution graphique made in AMD, donc qui intéresse beaucoup de monde. Sauf qu'on disait c'est un petit peu tôt quand même, vu que les S22 seraient présentés qu'en février. Et que, comme l'a dit très précisément le chat ce matin dans le live de 11h, eh bien l'année dernière on avait montré le Exynos 2100 que au début de l'année, et pas dès la fin de l'année d'avant. Donc d'autres spécialistes du genre disaient qu'on aurait peut-être droit à un Exynos 1250 et pas un Exynos 2200 qui serait présenté en novembre. C'est un peu le bordel. Ce à quoi Samsung a répondu que non, en fait, il n'y aura pas de lancement et d'annonce autour de l'Exynos le 19 novembre. Désolé, voilà. Ils ont aussi dit très gentiment que je pense qu'ils avaient viré le community manager du compte Samsung Exynos sur Instagram. Voilà, ils sont pas très contents. C'est pas très clair. Vous pensez que c'était pas clair cette situation? Elle est encore moins claire puisque maintenant je vais vous montrer la répartition des prochains stocks Samsung dans les prochains téléphones Samsung. C'est encore moins clair.
on pensait que Samsung allait mettre du 100% Exynos 2200 dans ses S22. Et puis on a une rumeur qui nous expliquait qu'en fait Samsung allait peut-être passer par du 100% Snapdragon 898. C'est compliqué puisqu'on va revenir à une solution qui est la solution actuelle avec un mélange, un petit bouquet garni de SoC. D'un côté du Exynos 2200 et notamment en Europe comme ça a souvent été le cas. De l'autre côté du Snapdragon 898. Mais ce qu'on découvre c'est qu'on aurait aussi une version différente des Snapdragon 898 et une version différente des Exynos 200, notamment pour le marché asiatique et africain et peut-être pour les autres marchés. Donc ça va être un sacré bordel pour savoir à la fin quel sera le S22 avec le meilleur SoC de chez Samsung. Quel bordel. J'attends juste qu'on puisse clarifier tout ça parce que voilà, c'est compliqué. On a terminé avec le hardware, on passe un peu au software et on va commencer avec les réseaux sociaux. Instagram va lancer des abonnements payants. Alors avant que vous puissiez hurler et balancer dans les commentaires de cette vidéo toutes les blagues à base d'OnlyFans, je vous rappelle qu'Instagram reste Instagram et que notamment un téton de femme reste de la pornographie pour eux. Donc ça va aller très pas loin on va dire de ce côté-là. Mais Instagram, tout comme Twitter et d'autres, voudrait commencer à monétiser toujours plus le contenu de leurs membres et de leurs créateurs et créatrices les plus populaires avec ce coup-ci un système d'abonnement, un peu comme les subs ici sur Twitch ou sur YouTube, entre 1 et 5 $. Vu la puissance d'Instagram, notamment la puissance commerciale d'Instagram, ça pourrait être une très bonne idée. On va maintenant passer à Facebook et plus généralement à Meta, qui je vous rappelle est la maison mère de Facebook et d'Instagram, avec ce matin à 9h l'audition devant des sénateurs et des députés français de Frances Haugen. Je vous rappelle que la lanceuse d'alerte de Facebook, ex-employée de Facebook, qui a partagé des documents internes au Wall Street Journal il y a quelques mois, a été entendue depuis par les politiques américains et les politiques de Bruxelles européens. La voici ce matin. En France, on ne s'attend pas à des nouvelles révélations de sa part, mais comme dirait Laurent Lafont, sénateur et président de la commission culturelle qui a été interviewé par Romain Chaland, l'important c'est surtout d'enfin avoir un dialogue pour les politiques français avec quelqu'un de chez Facebook. Laurent Lafont s'est souvent plaint de la langue de bois de chez Facebook qui crée des dialogues de sourds, et lorsqu'on leur demandait des comptes, on avait souvent des communiqués ou des mails sibyllins de la part du service juridique ou du service de com de crise, et donc là ils vont enfin pouvoir poser des vraies questions, avoir des vraies réponses. Donc l'audition c'était ce matin. Elle va surtout pouvoir faire avancer les réflexions de nos chers politiques sur des possibles régulations ou démantèlements de ces géants. Autre point, Frances Haugen a réagi à toutes les déclarations de métaverse de Meta. Voilà. Vous avez suivi. Et pour elle, évidemment, c'est un grand danger d'avoir un métaverse propriétaire de la part d'une société qui n'arrive même pas à gérer proprement un réseau social. Donc elle est évidemment très contre. Pendant ce temps-là, Meta continue à essayer d'éteindre tous les incendies en essayant de montrer patte blanche et de montrer qu'ils sont sur la bonne voie, celle de la rédemption. C'est pas gagné. On commence avec deux rapports qui ont été publiés hier par Antigone Travis et Guy Rosen. Celui qui m'intéresse, c'est celui de Guy Rosen, qui parle notamment de la prévalence. Qu'est-ce que c'est que la prévalence? Ce sont les contenus qui sont considérés comme haineux, violents, choquants, interdits et qui arrivent devant nos petits yeux et qui passent sous le radar de la modération automatique de Facebook ou des gens qui reportent manuellement ce genre de contenu. Selon eux, cette prévalence est en baisse, donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'elle serait passée à 0,05% notamment sur Instagram et 0,15% sur Facebook. Là-dessus, sur ce rapport, et il est déjà extrêmement critiqué par beaucoup de spécialistes du genre, qui expliquent qu'évidemment la prévalence est un indicateur très flou et qu'il ne raconte pas ce qui se passe notamment dans les autres langues non anglaises où les algorithmes de Facebook sont catastrophiquement mauvais. Il laisse passer beaucoup plus d'autres contenus choquants. Et encore une fois, qu'est-ce qui est un contenu choquant ou pas choquant selon Facebook? C'est évidemment flou artistique. On attendra les prochains rapports internes et de transparence trimestrielle de Facebook pour avoir peut-être plus de nouvelles là-dessus. Autre point, on va dire bon point de la part de Facebook, mais c'est un peu un bon point comme on a mis un bon point Apple qui fait marche arrière sur sa réparation. Facebook va retirer certains filtres extrêmement litigieux et sensibles pour cibler des personnes. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, lorsque c'est publicitaire ou politique au hasard, vous pouviez cibler des personnes avec des critères notamment ethniques et religieux. Ça laissait écouter des débordements comme on a pu voir, puisque je vous rappelle qu'en 2017, je me suis mis de la pâte thermique de partout en voulant voler le processeur AMD de Régis. Voilà. Plus sérieusement, ça a permis des gens de cibler des personnes qui avaient des velléités un peu racistes, antisémites, sexistes et autres, et leur envoyer du contenu au hasard, des fake news, des contenus alarmants, complotistes, des contenus haineux, des contenus qui créent ce qu'on appelle de la réaction et de l'engagement
communautaire, comme dirait-on chez Facebook, eh bien, ce genre de possibilité de ciblage sera retiré dès le 19 janvier 2022, premier juré de la part de Facebook. Alors on testera pour voir, mais vous ne pourrez plus cibler eh bien, des personnes qui, notamment, par exemple, disent je déteste telle communauté, je déteste telle religion, je déteste tel type de personne d'orientation sociale. Et en fait, vous pourrez les cibler pour leur envoyer certains contenus. On continue avec Facebook, on ne s'arrête jamais avec les bonnes nouvelles. Et Facebook nous parle de l'Oversight Board ce coup-ci. Allez, je vous la fais rapidement. L'Oversight Board, c'était aussi une autre manière pour Facebook de faire son mea culpa, de dire on a mis en place un collectif de personnes indépendantes de Facebook qui vont eh bien, dire à Facebook quoi faire et comment se positionner d'un point de vue social, civique et éthique. Moins d'un an après la mise en place de cette Oversight Board, eh bien Facebook est en train de mettre en place moins d'Oversight Board globalement. Et sous un tas de petits termes sympathiques, ils expliquent surtout qu'ils vont fluidifier, simplifier un peu le travail, la communication et les relations avec l'Oversight Board. En gros, ils vont surtout un peu limiter son poids et sa puissance, parce que je vous rappelle que l'Oversight Board a lourdement et fréquemment critiqué Facebook depuis sa mise en place. C'est terminé pour Facebook, on va passer du côté de chez Google et vous allez voir, c'est pas super enthousiasmant non plus. Des clients de Google, et quels clients de Google? Des petits commerçants ont reçu récemment des mails de Google qui les invitaient eh bien, à agir et notamment à aller voir leurs élus locaux pour essayer de lutter contre des lois et des amendements prochains qui pourraient limiter la puissance de Google. On parle évidemment de réglementation et de régulation et peut-être de démantèlement. Et Google est en train eh bien, d'essayer de faire peur aux petits commerçants en expliquant que demain, si les lois anti-Google passent, eh bien, ils pourraient impacter leur business. Donc vous voyez, ce genre de choses, il vous montre un peu avant, après, à quoi ressemblerait votre commerce si Google se retrouvait limité par l'État. Et voilà, on voit avec des termes très alarmants comment Google en fait fait une sorte de lobbying à distance en faisant la pression sur les élus locaux, pas avec des lobbyistes dédiés et payés des fortunes, mais littéralement avec les petits commerçants qui sont eux-mêmes des clients des services Google, donc Google Search, Google Maps, etc. Pas Jojo, pas illégal, pas Jojo. Dans le genre pas illégal mais pas Jojo, on reste aussi avec Google ce coup-ci. Et je vous rappelle que en 2018, Google avait essayé d'obtenir un contrat du Pentagone, un contrat très juteux avec des milliards de dollars à la clé, et avait dû faire machine arrière avec les protestations en interne de ses employés qui avaient dit on n'a pas créé des produits en fait pour armer des gens. C'est une discussion qui a eu lieu aussi notamment chez IBM, chez Amazon, chez Microsoft, qui des fois ou pas ont dû annuler des contrats ou en tout cas des appels d'offres de la part de l'armée américaine par exemple ou du Pentagone. Bon, c'est la classique. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, on va plutôt dire un pas en arrière pour annuler un contrat, deux pas sur le côté pour y retourner discretos, puisque Google va essayer de redécrocher un contrat de cloud avec le Pentagone et donc n'a pas tenu ses promesses de ne pas se mêler de budget et notamment aussi de secteurs militaires et armés qui ne font pas plaisir à leurs employés. Et donc va tenter de rechoper ce contrat, hein, parce qu'à un moment, comme disait Google il y a quelques années, don't be evil, mais bon, prends l'argent aussi, hein, quand même. C'est important de prendre l'argent. Je termine avec Google, avec une news on va dire un peu plus intéressante et un peu plus enthousiasmante. Et à voir, à prendre avec des pincettes, puisque la maison mère de Google, c'est Alphabet, et Alphabet peut faire plein de boîtes, des boîtes des fois impressionnantes. Une de ces boîtes s'appelle DeepMind. Vous connaissez tous et toutes DeepMind, puisque c'est le fameux logiciel qui a été utilisé pour défier des joueurs de Go et des joueurs d'échecs. C'est aussi un logiciel c'est une start-up d'intelligence artificielle qui est à la pointe du domaine et qui essaie notamment de modéliser des protéines, donc des calculs très compliqués normalement à faire à la main avec des calculateurs, des ordinateurs classiques. Eh bien, le boss de chez de chez DeepMind va créer une autre société qui s'appelle Isomorphic Labs et qui va utiliser notamment l'intelligence artificielle mise en place par DeepMind pour essayer de modéliser des nouveaux médicaments. Donc là, on va encore plus loin que les protéines et il pense très fort que l'IA qui a été développée par Google et par les sociétés d'Alphabet, donc DeepMind, va permettre d'accélérer grandement la conception et la découverte de nouvelles molécules ou alors de nouveaux médicaments et aider évidemment l'humanité. On souhaite bonne chance à Isomorphic Labs et on espère évidemment que ce ne seront pas des pilules qui aideront des soldats à rester ultra performants pendant 4 jours avant de devenir fou par exemple. Je viens de signer un nouveau film Netflix en 2 secondes. Je vous parle de Netflix d'ailleurs, quelle transition. Avant de parler de soldats fous dans Netflix,
D'ailleurs, il n'y en aura pas. On va parler des enfants sur Netflix. Et regardez, Netflix qui va s'inspirer de TikTok. Oui, tout simplement. Netflix qui veut toujours nous servir plus de contenu et qui sait à quel point les enfants, des fois, ont du mal à choisir, à zapper, va lancer des clips de ses programmes pour jeunesse avec un langage très TikTokien, c'est-à-dire avec du montage, du fun, etc. Et c'est en fait une forme de zapping amélioré, mais dans le langage que comprennent mieux les jeunes et les préadolescents, pour les aider évidemment à consommer toujours plus de contenu Netflix. Ils ont déjà tenté le cas avec notamment des séries humoristiques et des programmes de stand-up pour les adultes. Je ne sais pas si ça a marché, mais on s'adapte à son temps. On reste chez TikTok, on reste chez Netflix, pardon, avec une bonne nouvelle pour beaucoup de fans à travers le monde, puisque Hwang Duk-hyuk, qui est le showrunner et le créateur de Squid Game, évidemment, a confirmé, attendez, la saison 2 de Squid Game. Je ne vous spoil pas la fin de la saison 1 de Squid Game si vous ne l'avez pas vu. Que vous aimiez ou pas le genre, c'était un succès, et c'est même le plus grand succès de Netflix de ces dernières années. Donc évidemment une saison 2 qui arrivera. On est assez certain que cette saison 2 va cartonner quoi qu'il arrive. Est-ce que de son côté le film One Piece va cartonner? Moins sûr. En tout cas, voici le casting du film One Piece produit par Netflix avec ses acteurs. Regardez bien, je vous présente Luffy. Voilà. Il est suivi ça se trouve trop vite. Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Voilà, je vais revoir Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Alors, je vous laisserai voir si c'est un casting qui vous paraît efficace ou pas. Ce sont des acteurs que je ne connais pas. Donc, Luffy est joué par Iñaki Godoy, Sanji est joué par Makenyu, Nami est joué par Emily Rudd, Usopp, lui, est joué par Jacob Romero Gibson, et le dernier, donc Sanji, est joué par Taz Skylar. Je ne sais pas si je me suis trompé ou pas. On attend de voir s'il y a le reste du casting, notamment Nico Robin, Tony Chopper, tous les amirals, que sais-je encore, le grand-père seront là. Évidemment, on a hâte de voir surtout comment ils vont gérer les effets spéciaux, puisque cet homme est censé devenir en caoutchouc. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. En attendant, Enshiro Oda, le créateur, le papa de One Piece, a envoyé un petit message sur Twitter pour dire qu'il était évidemment très impatient de voir ce film en action. Personnellement, j'ai très peur, mais du coup, j'ai d'autant plus envie de voir ce petit film. Il arrivera pour les prochains week-ends. En attendant, on vous laisse avec un très gros week-end. Je vous rappelle, pas d'épisode de la quotidienne condensée dans les prochains jours, malheureusement, mais parce que tout le monde va se reposer. On sera de retour dès lundi avec un nouvel épisode. En attendant, je vous invite évidemment à aller voir le replay de notre live ce matin avec Régis, qui était très intéressant. Et rendez-vous la semaine prochaine. Des gros bisous. Ciao.